Je suis avec Philippe Dumas, qui est le directeur général du Moulin Michel. On avait discuté dans une entrevue l'année dernière de ce qui se passe aujourd'hui, le grand processus de renaturalisation de la rivière du Moulin. Oui, il y a un an, je crois qu'on parlait encore quasiment du domaine du rêve, de faire des actions concrètes, là. C'est un projet qu'on voyait à la base énorme parce que ça vient d'un problème, oui, spécifique au moulin, du débordement du barrage. Après ça, la première chose qu'on pense, c'est de venir creuser le bassin pour éviter que ça se reproduise. Et là où on s'était parlé il y a un an, c'était au niveau, ces sédiments-là proviennent d'où? Puis comment on fait pour pas qu'ils se retrouvent dans le bassin? On a beau faire les aménagements qu'on veut, mais si on n'élimine pas, entre guillemets, le problème à la source, on va être continuellement en train de le faire. Donc, l'an dernier, on était à ce stade-là. On se disait, OK, il va falloir commencer à parler aux producteurs agricoles, parler aux multiples intervenants qui ont pris la parole aujourd'hui, mais c'était pas encore concret. Puis là, d'arriver aujourd'hui avec, 18 producteurs agricoles, 5 organisations, 7 bailleurs de fonds, autant du milieu que gouvernemental, et d'annoncer vraiment une mise en chantier, une mise en action dès l'été prochain de la renaturalisation de la rivière, ça, clairement, on n'était pas là. Oui, on a l'intérêt sur notre terrain de préservation du patrimoine, puis même, entre-temps, avec notre plan d'action au développement durable, d'identifier, en fait, au-delà de dire on va prendre soin de l'environnement, mais c'est notre raison d'être, au fond. Le moulin à eau fonctionne grâce à l'eau de la rivière. Donc, c'est devenu central dans notre mission de s'intéresser à l'entièreté du bassin versant là, avec tous ces partenaires-là. Alors, je suis en compagnie de Yann Bourassa, qui travaille à la Fédération de l'UPA Centre du Québec. Votre titre exactement? Chef d'équipe du département d'aménagement et d'environnement. Nous, en tant que représentants de l'UPA, on est porteur d'un projet régional qui vise l'accompagnement des producteurs vers une meilleure gestion des cours d'eau et des bandes riveraines. Donc, on va dédier un de nos agents en agro-environnement qui va venir rencontrer les producteurs agricoles du bassin versant de la rivière du Moulin. Agricole et forestier, si j'ai bien compris, malgré que quand on pense à l'UPA, on pense principalement à producteurs agricoles. Exactement, oui, mais ça inclut aussi les producteurs forestiers. Là, on est au début de l'amorce du projet. Notre agent a caractérisé le cours d'eau et les producteurs ont été rencontrés. Un questionnaire a été rempli avec eux autres pour voir leurs intérêts, leurs pratiques agricoles. Puis la seconde phase, ça va être de remettre un plan d'action qui est en lien avec leurs intérêts pour voir dans quelle mesure ils sont prêts à passer à réaliser des aménagements. Est-ce qu'il y a des réticences? Est-ce qu'à première vue, là, il y a des craintes? C'est sûr que là, on y va avec une approche qui est quand même innovante. Hein. C'est pas un projet standard. Il y a tout le temps des craintes, mais en tant que représentant des producteurs agricoles, on les connaît déjà, ces enjeux-là. Là. On n'est pas surpris de ce qu'ils disent. Par contre, l'approche qui est assez innovante, sont considérés comme les experts du terrain. Donc, la prochaine phase, ça va être de faire une rencontre avec tous ces producteurs-là, leur expliquer un peu les nouveaux concepts d'espace de vie de cette rivière-là, les principes d'hydrogéomorphologie qui sont assez nouveaux. Donc, on va expliquer ça aux producteurs, puis on va sonder leur intérêt à diverses approches, divers aménagements qui pourraient être réalisés chez eux. Puis c'est à partir de là qu'on verra leur intérêt. Là. La beauté de la démarche, on en parlait, c'est que plusieurs partenaires se sont unis puis parlent ensemble. Puis, on produit des documents, chacun dans son champ d'expertise. Trop souvent, ce qu'on s'est rendu compte en région, c'est qu'il y avait une multitude de projets portés par différents partenaires. Fait que les producteurs agricoles, souvent, dans la même année, ils répondaient à 3-4 partenaires différents pour des projets qui étaient similaires. Fait qu'au final, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une seule ressource qui va chez le producteur, qui l'accompagne, et selon les intérêts, bien là, ensuite, on le réfère à l'organisme qui est concerné. Parfois, ça va être le conseiller agricole, parfois, ça va être le conseil régional en environnement, parfois, ça va être l'organisme de bassin versant. Mais l'idée, c'est qu'il y ait un seul répondant pour le producteur agricole. En plus, on choisit quelqu'un qui connaissent quand même mieux peut-être que les autres intervenants, quelqu'un qui provient d'un organisme qui défend leurs intérêts, qui connaît leurs enjeux. Excellent. Oui, exact. Je suis avec Marie-Christine Poisson, qui est chargée de projet au Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec. Alors, vous allez aller sur le terrain. Oui,
En fait, on a déjà même commencé à aller faire la caractérisation de milieux naturels chez certains propriétaires de ces milieux-là dans le bassin versant. Puis à la suite de cette caractérisation-là, en fait, on a tout ce qui est intéressant, ou s'il y a des menaces, ou on va vraiment tout noter pendant cette caractérisation-là. Puis on remet un document, un cahier du propriétaire au propriétaire, dans lequel il va retrouver l'ensemble des informations puis des suggestions aussi pour favoriser l'utilisation durable de son terrain. Et vous, c'est ceux qui ne sont pas producteurs, parce que là, l'UPA s'est chargé d'aller rencontrer 18 producteurs, soit agricoles ou forestiers. Exact. Vous, c'est les autres. Et c'est défini selon 3 grandes catégories, si je ne m'abuse. Oui, exact. Dans le fond, il y a, sur le bassin versant, c'est majoritairement des propriétaires de forêts et de milieux humides. Mais si jamais on a aussi des terrains comme des milieux ouverts, comme des friches, ou c'est ça, qui sont pas exploités, bien, on peut aussi là, rencontrer le propriétaire puisqu'il y a des espèces intéressantes, en fait des espèces en déclin qui vont utiliser ces milieux-là aussi. Fait qu'on va tout donner ces informations-là au propriétaire. L'échéancier, ça ressemble à quoi? En fait, c'est déjà en cours. Donc, bientôt, on va déjà commencer des consultations. Donc là, on va vraiment réunir des propriétaires pour discuter de ce qu'on a vu, de ce on va donner des idées de solutions, mais on va aussi recueillir leurs idées à eux selon ce qu'eux ont observé sur leur terre. Fait que les consultations, c'est prévu dans le prochain mois. Puis après ça, d'autres rencontres le mois suivant. Puis on prévoit des aménagements avec les propriétaires partant l'été prochain. Alors, je suis avec Silvio Demers, hydrogéomorphologue. Vous vouliez me parler de vos outils de travail un peu plus tôt, là. Quels sont-ils? Les avez-vous? Non, ça doit être... Je les ai pas avec moi, mais le géomorphologue a plusieurs outils de travail. Mais le premier, là, c'est sa connaissance de comment fonctionnent les cours d'eau naturels. C'est comme ça qu'il est en mesure de réfléchir adéquatement à l'aménagement des cours d'eau. Donc, les premiers outils qu'on a, là, c'est conceptuel. Sinon, on a une panoplie d'autres outils plus techniques qui nous aident à étudier les environnements qui nous intéressent. Mais je les ai pas avec moi. Déjà, l'étymologie nous aide un peu à comprendre. Hydrogéomorphologie. Ben Hydro pour l'eau. Géo pour quoi, la géologie. L'espace. Et morphologie, ben, la configuration, la façon dont les choses sont faites. Oui, exactement. Donc, morphologie pour la forme, en réalité. Donc, ça, c'est ce qui nous intéresse, c'est comprendre la forme du paysage, si on s'intéresse au paysage terrestre de façon générale, ou même aquatique. Mais dans ce cas-ci, on parle d'un hydrogéomorphologue, donc les formes sculptées par l'action de l'eau. En réalité, c'est ce que ça veut dire. Et ça vient reconnaître aussi que les cours d'eau bougent à l'état naturel. Ils sont dynamiques. Puis ça, c'est quelque chose qu'on tend à oublier dans un espace qui est celui qu'on a aménagé avec le temps. On a tendance à s'imaginer que les cours d'eau devraient être des entités statiques, parce que c'est comme ça qu'on les a installés et qu'on voudrait bien qu'ils se comportent. Or, on sait que c'est pas comme ça que c'est supposé fonctionner à l'état naturel, et c'est pour ça que les cours d'eau ont tendance à se rebeller un petit peu par rapport à ce qu'on leur impose, en agissant parfois par l'érosion, parfois par la sédimentation, parfois par des débordements. Ce qu'on voit comme des dysfonctionnements qui viennent nous heurter parce qu'on habite le territoire sont en réalité la manifestation de cours d'eau qui sont tout à fait fonctionnels et en bon état. Donc, il faut s'attendre à ça de nos cours d'eau, en réalité. Il semblerait qu'il n'y ait pas beaucoup d'hydrogéomorphologues au Québec. Il y en a une poignée, effectivement. C'est quelque chose de relativement nouveau. Puis si vous ne savez pas c'est quoi, là, c'est normal. Là, OK? C'est quelque chose qui est apparu dans les années 90-2000 au Québec, je dirais dans le monde académique, grâce à André Roy, qui est le premier géomorphologue à s'installer dans le milieu académique. Puis là, il a commencé à avoir des étudiants. Puis aujourd'hui, on est rendu à la 3e ou 4e génération de géomorphologues au Québec. Donc ça se compte, là... Donc, de géomorphologues actifs, là, il y en a quelques dizaines peut-être, là, mais ils ne sont pas abondants, effectivement. Et des firmes comme la vôtre, la firme Rivière, est-ce qu'il y en a plusieurs autres? Écoutez, on est, je pense, la seule firme en hydrogéomorphologie où on ne fait que ça. Puis un marché, parce que les problèmes sont abondants, puis le rôle du géomorphologue, là, il est pertinent. Il faut juste mieux le faire connaître, puis de montrer les avantages, essayer de renaturaliser aussi les cours d'eau. Donc, c'est bien de les comprendre, mais aussi d'essayer d'agir pour essayer de mieux cohabiter avec des cours d'eau naturels. Donc, on s'explique qu'il y a une surcharge en eau et en sédiments par les actions qu'on a posées sur le bassin versant. Puis en particulier, ce qu'on a révélé là, par nos études, c'est que c'était la rectification, surtout des cours d'eau pour les pratiques agricoles, qui ont généré une production de sédiments qui est venue colmater le bassin en amont du barrage, puis qui continue encore aujourd'hui à
à produire une charge sédimentaire conséquente qui va se rendre jusqu'à l'embouchure. Donc, pour irriguer les champs, on a tiré des traits à travers le champ pour faire forcer la rivière là-dedans. Puis, ça se retrouve beaucoup sur le territoire, ça? Donc, dans le milieu agricole, il faut savoir que c'est presque systématique. Presque la totalité des cours d'eau en milieu agricole ont été rectifiés. Ça a commencé depuis déjà longtemps, début du siècle dernier. Et on en voit encore les conséquences aujourd'hui. Et donc, une des solutions que j'ai envie de dire naturelles si on cherche à renverser la situation, c'est d'essayer de leur insuffler un peu plus de naturalité. Donc, essayer de reproduire ou d'imiter le plus possible leurs caractéristiques telles qu'on les observe dans les milieux naturels. Vous avez dit plusieurs choses qui m'ont interloqué. Allons-y. Vous avez parlé d'excaver en partie la plaine inondable et vous avez parlé aussi de mettre de l'obstruction dans le cours d'eau pour ralentir le flux. Effectivement. Donc, dans le type de solution qu'on cherche à mettre en place, je l'ai mentionné, on cherche à renaturaliser les cours d'eau et non pas les artificialiser davantage. Donc, parmi les solutions possibles, c'est celle d'excaver des plaines inondables qui étaient présentes auparavant. On ne va pas toutes les restaurer comme elles étaient, mais on peut en restaurer une partie, puis elles vont jouer ce rôle qu'elles avaient, donc de retenir l'eau et les sédiments dans le système. Donc ça, c'est une des types d'actions qui peuvent rencontrer l'approbation des agriculteurs quand il n'y a pas de perte de superficie pour leur production agricole. L'autre solution est encore plus, j'ai envie de dire, innovatrice, parce que ça se fait à peu près pas actuellement au Québec, c'est celle d'ajouter du bois mort dans les cours d'eau. Du bois mort? Moi, je pensais à des mort. roches quand je vous entendais tout à l'heure. Des roches, donc ça, c'est le réflexe qu'on avait auparavant, donc d'enrocher les milieux. Là, on cherche à c'est-à-dire à les stabiliser d'une certaine manière, mais différemment. Donc, plutôt que de stabiliser les berges de façon rigide, on met des obstructions qui vont freiner le transit en eau et en sédiments. Et c'était de cette façon-là que les cours d'eau se comportaient, c'est-à-dire à leur état naturel. Donc, on ne vient pas les empêcher de bouger par la suite, mais on va quand même ralentir la façon avec laquelle ils se comportent dans le temps. Ça va avoir un effet positif ça va résorber, c'est-à-dire ça va ralentir les processus d'érosion, ça va ralentir aussi le transit des sédiments dans le milieu. Puis en même temps, on a beaucoup de gains écologiques. Là. Le bois mort, c'est probablement la solution qui coûte le moins cher et qui a le plus d'impact positif d'un point de vue écologique. Là, je pense entre autres à la biodiversité qui va profiter aussi de ces actions-là. Plaine inondable, là, moi, on dirait que ça me fait plus penser à l'embouchure. Plus en amont, là, est-ce qu'on a ça aussi? Parce que c'est un petit cours d'eau relativement, la rivière du Moulin. Effectivement, on n'en voit plus. Mais elles étaient présentes auparavant. Avant qu'on rectifie les cours d'eau, elles étaient là la plupart du temps. Ce qu'on a fait en les rectifiant, c'est qu'on a aussi remblayé les plaines inondables. Donc aujourd'hui, quand on va visiter des cours d'eau, ça nous donne la fausse impression que c'est comme ça qu'ils devraient être. En réalité, pas du tout. Ils devaient être extrêmement sinueux, puis ils devaient s'écouler aussi dans une plaine qui était relativement large. Donc le paysage devait être complètement différent. Et puis, on n'a pas nécessairement le souvenir de ces environnements-là. Et donc, il faut aller visiter des cours d'eau naturels pour mieux s'en rendre compte. La tourbière qu'on peut voir à Sainte-Marie-de-Blandford, est-ce qu'il y a une nuance entre ça et une plaine inondable? Oui, c'est très différent. La plaine inondable est vraiment riveraine, est bordée par le cours d'eau. Puis on sait que c'est inondable, ça, de façon très récurrente, j'ai envie de dire annuellement. Alors qu'un milieu humide qui est comme une forme d'éponge, qui est continuellement baigné dans l'eau. Vous avez dit d'autres choses qui m'ont intéressé. Vous avez parlé un retour en arrière et vous avez parlé d'être à la recherche de solutions gagnant-gagnant. Alors ça, c'est tout un programme. Oui, ça demande d'être expliqué, certainement. Donc, retour en arrière, ça, c'est ce qu'on veut éviter. Donc, on ne veut pas que les propriétaires riverains s'imaginent qu'on va recréer les environnements qui ont été perdus. C'est pas ça l'intention. Ce serait irréaliste. Donc, on sait que c'est pas possible. Donc, on ne va pas recréer les méandres. On ne va pas recréer non plus les milieux humides. On va créer ce qui est possible à l'intérieur du contexte qu'on connaît et qui prend en compte la réalité agricole. Maintenant, les solutions gagnantes-gagnantes, c'est celle de dire qu'on peut penser à des solutions qui vont faire l'affaire du producteur agricole ou forestier et qui vont faire aussi l'affaire de l'ensemble de la collectivité qui profite des cours d'eau en meilleure santé. Donc, gagnant-gagnant en ce sens-là. Donc, il existe une gamme de solutions qui est possible. Et ça, le représentant de la Fédération de l'UPA a fait du pouce là-dessus en disant que ce qu'il appréciait de la démarche actuelle, c'est qu'on considère les producteurs non pas comme une partie du problème, mais une partie de la solution, parce qu'ils peuvent contribuer par leurs connaissances, par leurs idées, par tout ça, à justement
ramer eux aussi dans le même sens que les autres partenaires. C'est la seule solution possible.